Dans la maison d'arrêt de Pittsburgh, 6 détenus manquent aujourd'hui à l'appel. La police affirme que l'évasion a eu lieu en plein jour. Personne ne peut s'évader de la prison de Pittsburgh. Nuno Pontes était très respecté par ses co-détenus à cause de son charisme et de son intelligence. Tous les systèmes de sécurité ont des failles. Ceux des prisons ne font pas exception à la règle. La prison de Pittsburgh était la pire de tout l'État de Pennsylvanie. Les conditions, la sévérité du régime carcéral étaient réputées. On avait surnommé cette maison d'arrêt le mur à cause de son imposant mur d'enceinte, mais aussi à cause de la dureté des conditions. Je m'appelle Nuno Pontes. En 1992, j'ai été condamné à une peine de 24 ans, dont 10 fermes, pour vol et tentative d'évasion. Le premier jour, un gardien m'a demandé « Tu as un projet pour le temps que tu vas passer ici ?» Je lui ai répondu « Oui, m'évader. » Tout le monde a ri. Pas moi. S'évader de cette prison n'est pas une mince affaire. Les règles de sécurité y sont draconiennes. Les bâtiments sont complètement entourés par un mur de 12 mètres. En tôle, je savais que je risquais de tuer quelqu'un ou de me faire tuer. Je ne pouvais pas rester dans ce genre d'endroit. J'avais percé des coffres-forts et commis d'autres vols. Et je n'ai pas d'excuses. Je viens d'une famille de classe moyenne, mais j'ai mal tourné. Mes deux complices m'ont chargé et n'ont écopé que de 5 ans. Moi, je l'ai bouclé et j'ai pris 24 ans. Le premier type que j'ai connu ici s'est évadé ensuite avec moi. C'est Tom Berkelbow. Il disait que le plus dangereux en prison, ce n'est pas la violence, mais la routine. La routine vous anesthésie le cerveau et les 5 sens. Vous devenez un automate. Un robot qui se lève, qui se couche. J'étais convaincu que tous les prisonniers qui ne cherchaient pas un moyen d'en sortir finissaient broyés par le système. Et je ne voulais pas me laisser abrutir par l'ennui. Alors je me suis fixé la tâche d'apprendre quelque chose de nouveau sur la prison tous les jours, pendant 3 ans. La cloche sonne à 7 heures du matin et on nous fait sortir pour le petit déjeuner. Si on a un travail, on doit s'y rendre vers 8 heures, 8h30. Je travaillais dans l'administration des ateliers de la prison, dans la partie nord du complexe, près du mur d'enceinte. C'est là que se trouvaient la plupart des ateliers, la mécanique, la blanchisserie et les bureaux du service d'entretien où je travaillais. On travaille jusqu'à l'heure du premier appel, où on procède à l'appel sur le lieu de travail. Mon travail était supervisé par des civils, pas par des gardiens. Je me suis arrangé pour gagner leur confiance afin qu'ils m'autorisent à manipuler des outils. Et puis on nous fait sortir vers 11h30 midi pour le déjeuner. Le déjeuner était un bon moment pour faire connaissance. Je cherchais des codétenus qui pourraient être utiles à mon évasion. Chacun doit se trouver dans sa cellule pour l'appel de 15h45. De retour dans ma cellule, j'avais du temps pour réfléchir vraiment. J'échafaudais des plans en tenant compte des nouvelles informations. On ressortait vers 16h30 et on restait à traîner dans la cour. Dans la cour, je passais tout mon temps à observer l'activité des gardiens, leurs horaires, leurs habitudes. Je notais mentalement leur parcours sur le chemin de ronde ou près des accès. J'ai fini par avoir une idée très précise de leur organisation. À 20h40, on nous enfermait dans nos cellules pour la nuit. Et le lendemain, tout recommençait.
J'ai passé 3 longues années à étudier tout le fonctionnement de la prison, jour après jour. J'ai tout sauvegardé dans le disque dur de mon cerveau. Je connaissais désormais la prison comme ma poche. Il me restait à trouver une faille que je pourrais exploiter. C'est un mécanicien qui m'a fourni sans le savoir le renseignement que j'attendais. Par hasard, il a parlé d'une cave, juste sous le bâtiment des ateliers dans lequel je travaillais. Et la porte qui menait à cette cave n'était qu'à quelques mètres des bureaux de la maintenance. Comment avais-je pu la rater? C'était la faille que je cherchais depuis 3 ans. Si j'arrivais à descendre dans le sous-sol, je pourrais peut-être creuser discrètement un tunnel passant sous le mur d'enceinte jusqu'à l'entrepôt des fournitures de la prison situé de l'autre côté. Mais il y avait un premier problème. Pour ouvrir la porte du sous-sol, je devais me procurer la clé du cadenas. J'ai commencé à observer les passages des gardiens qui empruntaient cette porte. Et j'ai remarqué que la clé du cadenas se trouvait à une extrémité du trousseau. Je devais trouver un moyen. Mais comment voler une clé au gardien d'une prison de haute sécurité? J'ai commencé à me creuser la cervelle. Ce problème m'obsédait. J'ai remarqué la trace laissée par mes dents sur un gobelet de café. Et ça m'a donné une idée. Il n'était peut-être pas indispensable de voler la clé. Je pouvais me contenter de prendre l'empreinte sur le polystyrène. Ce qu'il y a de bien en prison, c'est que les gardiens ont des horaires aussi prévisibles que les nôtres. Une semaine plus tard, à l'heure précise, le gardien a été pris à partie par 2 types que j'avais envoyés. Hé, attends un peu! Ça fait 2 fois. Ça ne m'a coûté qu'un paquet de cigarettes. Pendant que mes complices faisaient diversion, je me suis approché avec un morceau de gobelet à la main. Ne recommence pas ça, c'est un conseil. Dernier avertissement. Hé, qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas facile. Le gardien bougeait. Je ne pouvais pas regarder ce que je faisais. Et il ne fallait pas qu'il sente le contact de mes doigts sur la clé. Qu'est-ce que tu racontes? C'est à lui qu'il faut dire ça. Répète ça! J'ai réussi à serrer la clé entre mes doigts. Mais je ne savais pas si l'empreinte serait utilisable. J'étais tellement concentré sur la clé que j'en ai oublié la présence d'autres gardiens. Tu vas la fermer, ouais? Un coup d'œil discret m'a permis de voir que l'empreinte était parfaitement nette. C'était ma première petite victoire. Mais j'avais conscience que je n'arriverais pas à tout faire tout seul. J'avais besoin de constituer une équipe. J'ai donc mené mes petits entretiens de recrutement à l'insu de tout le monde, et même des intéressés. Je cherchais des types compétents, et surtout auxquels je pouvais me fier complètement. J'en ai finalement sélectionné 5. Carmen Keller, condamnée pour meurtre. Son rôle était de nous procurer des badges de sécurité nous permettant de circuler partout à l'intérieur de la prison. George Connard, condamné pour meurtre. Il travaillait dans l'atelier de mécanique, ce qui est très près. Et enfin, j'ai recruté mon ami Tom Berkelbaugh. La presse nous appellera les 6 de Pittsburgh. Quelques jours plus tard, Billingsley glisse dans ma main une copie de la clé. Pour m'assurer qu'elle ouvrait bien le cadenas, je devais prendre un gros risque. Essayer la clé, en plein jour, sous le nez des gardiens.
L'heure du déjeuner était la plus favorable. Je suis sorti des bureaux de la maintenance et je me suis dirigé vers la porte de la cave. Personne ne devait voir que je m'intéressais d'aussi près au cadenas. Le plus à même de me repérer était le gardien posté au sommet du mur. Depuis le chemin de ronde, il jouissait d'une vue imprenable sur les ateliers et les bureaux de la maintenance. En revanche, il ne pouvait apercevoir la porte de la cave que depuis le mirador. De temps en temps, il quittait le mirador pour faire un aller jusqu'au bout du chemin de ronde, puis revenir, ce qui lui prenait 17 secondes. J'avais donc 17 secondes pour aller jusqu'à la porte, essayer la clé et m'éloigner. Dès qu'il est sorti du mirador, j'ai commencé à compter les secondes mentalement. La clé ne rentrait pas dans la serrure. Mais je ne voulais pas renoncer et j'ai insisté. J'ai tellement insisté que la clé s'est coincée. J'en étais malade. Je n'avais plus que 5 secondes. Et puis... elle a tourné. J'ai refermé le cadenas. Le gardien atteignait le mirador. Je suis ressorti juste avant. Je pensais que je venais d'ouvrir une porte vers la liberté. Deux de mes complices m'attendaient dans la cour. Et dès que les gardiens se sont éloignés, nous sommes entrés. Keller devait revenir dans 2 heures pour nous ouvrir la porte. Nous sommes descendus jusqu'à la cave. Nous avons trouvé des casques, des lampes torches et des outils laissés là par des ouvriers. Mais j'ai tout de suite vu que le sol était couvert d'une chape de béton. Impossible de creuser. Je pensais que tout était fichu quand j'ai remarqué le mur du fond. J'ai supposé que si nous pouvions déceler les briques, il serait possible de creuser un tunnel passant sous le mur d'enceinte pour ressortir dans l'entrepôt des fournitures situé à l'extérieur de la prison. Mais tout d'abord, il fallait percer le mur de briques. Quelqu'un allait peut-être nous entendre travailler, mais nous devions prendre le risque. Chaque coup de marteau faisait un bruit de tonnerre. Je m'attendais à voir arriver les gardiens à tout moment. Enfin, les briques ont cédé, et nous avons atteint la couche de terre. Mon cœur battait très fort. On allait pouvoir commencer à creuser le tunnel. On est ressorti aussi vite que possible, de peur qu'on nous ait entendus. À partir de ce jour, on a soigneusement planifié notre travail en sous-sol. Je ne pouvais m'absenter de mon bureau que pendant l'heure du déjeuner. Mais le travail de Keller et de Billingsley leur laissait une plus grande liberté de mouvement. Du moment qu'ils s'acquittaient de leur besogne, ils pouvaient s'absenter facilement. Après le déjeuner, ils disposaient de 2 heures pour travailler dans la cave. Ils pouvaient creuser jusqu'à 1 mètre de tunnel pendant ce laps de temps. J'allais leur ouvrir la porte vers 15h15, 20 minutes avant le 2e appel de la journée. Il y a souvent des tentatives d'évasion, mais la plupart du temps, nous avons la chance de les découvrir à temps. Ils devaient donc travailler très vite pour avoir une chance. On dit qu'il n'y a pas de secret qui dure en prison, et je pense que c'est vrai. Il fallait qu'ils soient très rapides et très organisés.
On a pris de plus en plus de risques. On a piqué des outils. Et on s'est organisé à la minute près pour gagner encore du temps de travail. Je craignais un effondrement du tunnel. La terre était très meuble et on n'avait pas les moyens d'étayer. On devait faire entièrement confiance à Billingsley, l'ancien mineur. Je ne pensais qu'à ça. Le tunnel était toute notre vie. Au bout d'un mois, on creusait déjà sous le mur d'enceinte, vers le sol de l'entrepôt. J'estimais qu'il nous faudrait 4 autres semaines pour l'atteindre. Un jour, comme d'habitude, vers midi, je venais de boucler mes complices dans la cave. Quand soudain, la sirène a retenti. J'ai tout de suite pensé qu'on avait découvert le tunnel. La sirène signifie qu'un incident s'est produit et que l'on doit procéder à un confinement. Ce qui veut dire que tous les détenus doivent regagner leurs cellules sur le champ. Quand ils sont enfermés, on procède à un comptage exhaustif. Et s'il manque quelqu'un, on déclenche les procédures d'urgence prévues en cas d'évasion. Escortés par les gardiens, on a dû quitter le quartier des ateliers pour gagner les bâtiments des cellules. J'étais très mal. S'ils avaient découvert le tunnel, tout était fini. Puis j'ai entendu dire qu'une bagarre à l'arme blanche venait d'avoir lieu dans l'un des blocs. Et j'ai respiré un peu mieux. Mais je savais que Billingsley et Keller étaient toujours enfermés dans le sous-sol. Et que si je ne les délivrais pas, ils seraient portés manquants. Or, pour aller les prévenir, il fallait que je rebrousse chemin. Je n'étais plus qu'à 5 mètres de la porte quand un gardien s'est interposé. Je lui ai dit que je devais éteindre un ordinateur. Mais il a reçu un appel qui a fait diversion et j'ai pu m'éloigner. Vite, vite, sortez de là! Dépêchez-vous! Je les ai poussés vers la sortie. On n'a plus qu'une minute! Ils n'avaient pas le temps d'épousseter leurs vêtements. On doit sortir tout de suite, allez, vite, vite, vite! À peine sortis, nous sommes tombés sur le gardien. Il avait l'air de soupçonner quelque chose de louche. En passant devant lui, j'ai entendu grésiller son talkie-walkie. Je me suis dit, ça y est, c'est pour nous, en effet. J'étais sûr qu'il appelait des collègues en renfort. Et j'ai retenu mon souffle. Mais rien ne s'est produit. On l'avait échappé belle. Mais je savais que la chance finirait par tourner. Il fallait finir le tunnel au plus vite. On avait déjà creusé une douzaine de mètres. On était tout près de l'entrepôt à présent. Il y faisait si chaud que j'ai failli m'évanouir plusieurs fois. La terre restait si friable que je risquais d'être enterré vivant à tout moment. Enfin, j'ai atteint du béton. Juste au-dessus de ma tête, il y avait l'entrepôt. Et la liberté. J'avais prévu de percer des trous dans la chape de béton. J'avais donc volé une perceuse. Je savais que sa disparition serait vite remarquée, mais ça n'avait plus d'importance. On devait s'évader maintenant ou jamais. C'était une impression merveilleuse.
Je respirais enfin l'air du monde extérieur. Je sentais son odeur et sa fraîcheur sur mon visage. Je touchais au but. J'ai encore percé plusieurs trous en cercle. Il ne restait plus qu'à finir à la masse. Tout était prêt. On devait partir le lendemain matin. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et j'ai été pris de tremblements pendant 3 quarts d'heure. J'imaginais que des gardiens nous tiraient dessus, ou que le tunnel s'effondrait. Je me demandais encore si mon plan ne comportait pas une faille. Alors j'ai tout repris depuis le début. Si on arrive à se glisser hors du tunnel sans problème, il faudra ensuite sortir de l'entrepôt sans que personne nous voie. Puis on devra traverser une cour que surplombe un mirador et franchir une dizaine de mètres sans se faire repérer jusqu'à la porte de sortie. La nuit la plus longue de ma vie a fini par s'achever. La pression augmentait à mesure que l'heure de l'évasion approchait. J'étais presque soulagé le lendemain matin quand on s'est retrouvé dans le sous-sol. L'entrepôt était encore fermé et placé sous alarme. On guettait le moment où on l'ouvrirait pour la journée. On a enfin entendu le bruit des portes roulantes qui coulissaient. Billingsley s'est engouffré le premier dans le tunnel. Je suis passé le dernier, juste derrière Tom. On a dû ramper dans le tunnel à plat ventre en tirant sur les doigts et en poussant avec les orteils. J'essayais de redresser la tête pour voir un peu devant moi malgré la poussière et la boue. C'était un moment très pénible, un effort extrêmement douloureux. J'étais au bord de l'évanouissement. Je n'avais qu'une idée en tête, sortir de ce trou le plus vite possible. Le sol vibrait au-dessus de moi. L'eau s'infiltrait un peu partout. Je sentais que tout pouvait s'effondrer sur nous à tout moment. Et personne ne savait qu'on était là-dedans. En sortant du trou, le sol sentait le cambouis. L'odeur m'a semblé délicieuse. Il ne nous restait plus qu'à traverser la cour, devant l'entrepôt, avant d'être libre. C'est bon? Tout le monde est prêt? La porte était lourde. Elle s'est ouverte. J'ai jeté un coup d'œil dehors. Personne dans la cour. Mais en levant les yeux, j'ai vu un type sur le mirador. Et il me regardait aussi. Je ne savais plus quoi faire. Je l'ai salué. Il a répondu. Eh mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un garde, il m'a vu. Ça va pas ou quoi? Ça va, on se calme. On se calme, les gars. On se calme. J'ai dit aux autres de garder leur casque. On allait sortir de l'entrepôt comme si on était des ouvriers censés travailler là. De toute façon, on ne pouvait plus reculer. Ne le regardez pas. Marchez normalement, d'accord? J'ai trouvé un vieux plan qui traînait par terre et je suis sorti en le tenant devant moi. À tout moment, je m'attendais à ce que le garde nous crie d'arrêter ou qu'il nous tire dessus. Tout à coup, l'alarme a sonné. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Pourtant, je pensais qu'on avait encore une petite chance. J'imaginais que des gardiens nous attendaient déjà derrière la porte. Stop! À plat ventre! Vite!
J'ai posé la main sur la poignée et j'ai tiré. Pas de gardien, pas de flic, pas de fusil. L'alarme n'était pas pour nous. L'excitation était à son comble. J'avais l'impression de renaître à cet instant. Nous sommes sortis, l'air était léger. C'était une belle journée ensoleillée. Nous étions libres, enfin dehors. NDI m'a fait ce qu'on attendait de lui, voler une voiture. J'ai jeté ce que j'espérais être un dernier coup d'œil sur la prison. Dans la maison d'arrêt de Pittsburgh, 6 détenus manquent aujourd'hui à l'appel. La police affirme que l'évasion a eu lieu en plein jour. Ils auraient réussi à creuser un tunnel jusqu'à l'extérieur. La prison et toute la région restent en état d'alerte jusqu'à nouvel ordre. En 1997, je faisais partie de la brigade de recherche des fugitifs de l'État de Pennsylvanie. J'étais avec mon équipe quand la nouvelle est tombée. On n'en croyait pas nos oreilles. L'évasion avait eu lieu dans une prison de haute sécurité. Et ce n'était pas un, mais 6 détenus qui s'étaient évadés. La nouvelle a fait les gros titres pendant plusieurs jours. Et c'est normal. Les détenus ont réussi à s'enfuir en creusant un tunnel de plus de 10 mètres. Je voulais d'abord voir le tunnel, me rendre compte par moi-même. Alors je me suis rendu dans la prison. Je suis descendu dans le tunnel qui était boueux, humide et qui sentait mauvais. C'était peut-être la transpiration des évadés. Ces hommes avaient un but. La lumière au bout du tunnel, n'est-ce pas? La liberté. Et mon devoir, c'était de les priver de cette liberté. Les évadés sont à présent en cavale depuis presque 24 heures. Et malgré tous les efforts déployés, la police n'a pas encore retrouvé leurs traces. Nuno pensait que si on restait groupé, on aurait besoin d'une voiture plus grande. Avant d'arriver dans l'Indiana, nous avons volé une camionnette. C'était bien plus spacieux. Et nous avons changé les plaques. La police pense que les évadés ont volé un véhicule sur le parking adossé à la prison. On a retrouvé la première voiture le jour suivant. Il s'agit d'une Pontiac Bonneville. L'une des vitres arrière du véhicule a été brisée. Là, vraiment, nous avons eu de la chance. Ils ont volé un van, donc ils ne s'étaient pas encore séparés. Et ça nous donnait la direction de leur fuite. Quand nous sommes arrivés dans l'Oklahoma, Kevin a appelé un ami à lui, Travis, dans le Texas, qui pouvait nous procurer des faux papiers. Ensuite, nous avions prévu de passer au Mexique. Nuno Pontes parlait l'espagnol. Il comptait se rendre au Canada? Probablement pas. Le Mexique? Nos recherches se sont donc orientées vers le sud du pays. On est descendu dans un hôtel à Houston, au Texas. La seule chose à faire était de nous tenir tranquilles en attendant que le contact de Billingsley nous procure les faux papiers. D'autres contacts nous avaient fourni de l'argent et des armes pour parer à toute éventualité. Pour tuer le temps, on buvait de la bière et on jouait aux cartes. L'enquête est alors au point mort. Rien de nouveau. 4e jour de cavale Les médias répètent la même chose. pour les 6 détenus de la maison d'arrêt de Pittsburgh. Les photos des fugitifs passent sur toutes les chaînes. Et ma brigade commence à ressentir une grosse pression. Il nous fallait à tout prix une arrestation. Un jour, on a pris des amphétamines. Et j'avais l'impression d'être dans Star Trek, de voyager dans une autre dimension.
On était tous dans un drôle d'état. Au bout d'un moment, Carmen croyait voir des ninjas et courait dans les bois. Les enfêtes nous ont fait craquer. Tout le monde s'engueulait à tout instant. Je leur ai demandé de m'emmener jusqu'à la gare routière la plus proche. J'en avais marre, je voulais me tirer de là. Ensuite, je me souviens plus de rien. Ça faisait 6 jours qu'il s'était évadé. Toute l'équipe était sur les dents depuis le 8 janvier. J'étais épuisé, démoralisé. J'attendais un élément nouveau qui nous est finalement parvenu sous la forme d'un appel téléphonique. Allô? On m'annonçait qu'on avait arrêté Birkelbaum. Où est-il? À Houston. Les affaires sont prêtes. Je pars tout de suite. Le prisonnier en cavale, Thomas Birkelbaum, a été arrêté à Houston dans une gare routière. On avait trouvé Birkelbaum dans la gare routière. Et on avait appelé aussitôt une ambulance. Il était allongé par terre, à demi inconscient. Dans la gare, j'ai eu un malaise cardiaque et je me suis réveillé dans un hôpital. La drogue m'avait mis dans un drôle d'état. J'ai failli y passer. Il fallait que je l'interroge personnellement. Je devais à tout prix lui faire dire où se trouvaient les 5 autres. Je voulais savoir s'ils étaient encore ensemble, s'ils disposaient d'un véhicule, s'ils avaient déjà traversé la frontière. Était-il trop tard? On avait retrouvé leurs traces. Ils n'étaient pas loin. Mais le Mexique était tout près. Quand je suis entré dans la salle d'interrogatoire, j'ai vu Tom Birkelbaum, l'air complètement ravagé, hagard. Et j'ai compris que je n'en tirerais pas grand-chose. Il y avait de la drogue, des filles, je ne sais plus. Ses propos étaient incohérents. Ouais, on a roulé. Au bout de 3 heures et 10 minutes, je n'avais rien obtenu d'utile. Il était très confus. On a bu toute la nuit. Mais il ne mentionnait pas les autres individuellement. Il disait « nous »,« on ». Nous sommes descendus à l'hôtel, on a fait la fête. Et c'était bon signe. Ça voulait dire qu'ils étaient probablement restés ensemble. Que les 5 autres ne s'étaient pas éparpillés dans la nature. On a pris la voiture pour aller chercher des ravitaillements avec Keller. Sur une route secondaire, on est tombé sur une patrouille de police. Ils nous regardent. Pas de panique, regarde devant toi. Ils nous regardent, je te dis. On l'a dépassé. T'inquiète pas, ça va aller. On est repérés. Roule tranquillement, souris, n'accélère pas, regarde devant toi. Mais les flics ont démarré derrière nous. Ils ont déclenché la sirène. Keller a commencé à paniquer. Qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, arrête-toi, reste calme et laisse-moi leur parler. Détends-toi, je m'en occupe. Le flic a avancé vers nous. Et Keller a craqué. Il a démarré. J'ai pensé, et voilà, poursuivi par une voiture de flic. Keller a pris un chemin sur la droite. Sans issue. J'ai saisi le volant pour tenter un demi-tour.
J'entendais les pas des flics qui venaient vers nous. Mon instinct a pris le dessus. Je me suis mis à courir sans réfléchir. Arrête-toi! Je ne pensais qu'à sauver ma peau. Les autorités affirment que Pontes devrait être appréhendé sous peu. Nous avons bouclé le périmètre et quadrillé un terrain d'environ 1,5 km. Il aura du mal à passer entre les mailles du filet. Je pense que notre dispositif est au point à présent. Il n'en restait plus que 4. Carmen Keller avait été capturé. Et j'ai remarqué qu'il ressentait malgré tout une certaine fierté. Même s'il était menotté, il était fier de son évasion. Et j'ai tenté de jouer là-dessus. Je lui ai dit à quel point il était devenu célèbre. Dans 6 États, vous avez mobilisé une quantité de flics. On avait pourtant bien calculé notre coup. Je voulais savoir qui était leur complice. Qui les aidait? Il nous a acheté de la cam, de la bonne. Des armes et des enfêtes. D'où venait l'argent? Travis. Il a lâché le nom de Travis. Il a un nom de famille? Juste Travis. Ça devenait très intéressant. Juste Travis? Nous avions au moins un élément à fournir aux fédéraux qui travaillaient sur l'affaire au Texas. On a quand même pris du bon temps. C'est l'un des agents venus de Pennsylvanie qui nous a appelés. Il avait obtenu une information importante de Keller que l'on venait d'appréhender. Keller avait vu cette personne qui les aidait, un dénommé Travis. Mais il ne connaissait pas son adresse. Il savait juste que Travis habitait dans un mobile home sur un terrain près de Houston, dont l'enseigne était un grand éléphant blanc. Nous avons trouvé l'éléphant et un petit mobile home à proximité. Une Ford rouge était garée devant. On a fourni par radio le numéro de la plaque minéralogique au fichier central. Berlin 24086M. Nous avons appris qu'il s'agissait d'un véhicule volé. Bien reçu. La tension est montée d'un cran. Soudain, sous nos yeux, Travis est sorti de chez lui et a démarré à bord de la voiture volée. Nous l'avons pris en filature. Il s'est rendu tout droit au motel Pasadena. Il n'avait pas du tout remarqué que nous le suivions. Il a garé la voiture à l'entrée du motel et j'ai demandé à mon équipier Mario de le suivre à l'intérieur pour voir jusqu'où il nous conduirait. Je suis resté un peu en retrait pour le couvrir en cas de besoin. Mario parvient à voir Travis entrer dans une des chambres. Je le rejoins dans le hall et Mario me dit « Chambre 129 ». Aline, on ne sait pas ce qui nous attend dans les minutes qui viennent, ni comment cela peut tourner. Salut les mecs, ça va? Travis avait apporté les faux papiers. À présent, on pouvait traverser la frontière sans encombre. Dans 5 heures, on serait en territoire mexicain, libre. Plus rien ne pourrait nous arrêter. Avec Mario, on était postés près des machines à café comme si on attendait quelqu'un. On ne devait pas rater l'occasion. Alors? Pas mal. Combien elle coûte? À partir de 11 990 €. Seulement? On va pas quand même dépenser si peu. Dacia Duster, scandaleusement accessible. Il y a tant de raisons de choisir une Dacia. Venez les découvrir aux portes ouvertes du 7 au 11 avril.
réinventons l'épargne. Grâce au bonus Euro Plus d'AXA, des clients ont obtenu 4% sur leur assurance vie en 2010. Et oui, 4%. Avec le bonus Euro Plus 2011, accélérez le rendement de votre assurance vie. Renseignez-vous auprès de votre conseiller AXA ou sur AXA.fr. AXA, réinventons l'épargne. Hydratation instantanée avec le nouveau rasoir Hydro de Wilkinson. Son gel activé par l'eau hydrate votre peau à chaque rasage. Ses 5 lames avec micro-coussins protecteurs réduisent les irritations. Hydro, le meilleur rasage pour votre peau. Nouveau rasoir Hydro par Wilkinson. Ressourcez votre peau. Et si vous changiez de banque pour LCL? Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus chez LCL? Ah, chez LCL, nous sommes les seuls à avoir le contrat de reconnaissance. Excusez-moi du peu. Droit de changer d'avis, bilan efficacité, plus. Bon allez, un tarif dégressif, produits, services, plus vous en prenez, moins c'est cher. Alors, heureux comme un client chez LCL? Et pourquoi pas? Avec le contrat de reconnaissance LCL, demandez à votre argent. Open. Appelez tous les mobiles en illimité de chez vous. La vie change avec Orange. Shisha, c'est la bouteille de Total Gas conçue pour être facile à installer. Plus légère, plus pratique, plus maniable. Et parfois, ça fait du bien de commencer par le plus facile. Mouvement douloureux? Découvrez le nouveau Voltaren Plast qui mêle finesse et efficacité. Voltaren Plast s'applique sur la partie douloureuse matin et soir et concentre son principe actif là où vous en avez besoin. Il soulage la douleur et combat l'inflammation. Voltaren Plast est un médicament. Ne pas utiliser avant 15 ans. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Nouveau Voltaren Plast, bouger redevient un plaisir. Tellement confortable qu'il est difficile de résister. Le taille-haie Ergo Cut de Gardena vous assure la meilleure position de coupe pour un résultat parfait. En toutes circonstances. Toujours une idée d'avance pour jardiner facile. Venez découvrir 50 ans de savoir-faire sur gardena.fr. Les meilleurs surgelés, livrés chez vous, c'est Toupargel. Toupargel, numéro 1 de la livraison de surgelés à domicile. Rendez-vous sur toupargel.fr. DIM invente DIM 3D Flex, le premier boxeur DIM qui accompagne tous vos mouvements. Sa fibre de coton extensible en 3 dimensions s'étire et revient en place naturellement. DIM 3D Flex soutient les hommes en mouvement. Envoyez immédiatement des renforts. On a certainement logé les fugitifs. On n'était pas prêt à les appréhender. Ne le dites pas à ma femme, mais on portait même pas nos gilets pare-balles. Chambre 129, je répète. La porte de la chambre s'ouvre et je vois sortir Billingsley et Haim. Ils avaient peut-être entendu nos voitures qui arrivaient derrière le bâtiment. Ils avaient peut-être aperçu d'autres policiers. En tout cas, ils avaient l'air nerveux. À cet instant, les nerfs sont à fleur de peau. Personne ne sait ce qui va se passer dans les 30 secondes qui suivent. Les dés sont jetés. Il faut passer à l'action, procéder à l'arrestation et dégainer nos armes. Les mains en l'air, on bouge plus! À genoux, vite! Allez, tout de suite! J'ai entendu des cris, les portières des voitures qui claquaient. J'ai pris mon pistolet et je suis sorti. Les deux types sont à terre. On leur passe les menottes rapidement. Mais on sait qu'il reste encore plusieurs types dans la chambre. La porte peut s'ouvrir et des hommes armés peuvent en sortir à tout moment. Tout peut se passer pendant un échange de coups de feu. La porte s'ouvre
Et on voit sortir Pontes. On se met à crier « Lâche ton arme !»« Lâche ton arme !» Police, FBI, vous êtes cernés. Il jette un coup d'œil et constate que plusieurs armes sont braquées sur lui. À genoux, vite! Je percevais le moindre détail. Mon cerveau analysait la situation à toute vitesse. À terre! À genoux, dépêche-toi! Allez! Nos regards se sont croisés. Je voyais ses yeux. Il cherchait une solution, un risque à prendre. J'avais peut-être encore un coup à jouer. Il n'avait pas encore levé les bras. C'est l'instant où le doigt se pose sur la détente. Le taux d'adrénaline est au maximum. Il ne manque plus qu'une petite pression. Il y avait beaucoup d'armes pointées sur moi. Allez, à genoux, j'ai dit! Stop! Je n'étais pas candidat au suicide. C'était fini. C'était le pire moment de ma vie. On sort gentiment, sans faire d'histoire. Les autres sont sortis un par un, sans difficulté. Dans la chambre, on a trouvé des permis de conduire, des munitions, un fusil à canoncier. Je pense que des citoyens n'ont pas été blessés, voire tués, parce que ce jour-là, nous avons gagné la partie. Entre autres choses, la police se demande comment les évadés ont pu se procurer les armes et l'argent. Nuno Pontes, âgé de 30 ans, est considéré comme le cerveau de l'évasion. Cela fait à présent 12 ans que je suis bouclé dans une cellule, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf une fois tous les 5 jours, où j'ai le droit de tourner en rond pendant 1 heure dans le chenil, une petite cage en plein air. J'ai appris qu'au Texas, le shérif avait voulu nous arrêter parce que nous n'avions pas mis nos ceintures de sécurité. Si j'avais pensé à boucler ma ceinture ce jour-là, aujourd'hui je serais au Mexique, au lieu de moisir en prison.